Cogitation radiophonique. Dans ce 5e et dernier podcast, nous avons posé une question qui est sur toutes les lèvres. La référence à la différence des sexes en psychanalyse a-t-elle toujours son intérêt ? Dans ce dernier épisode, Pierre-Henri Castel revient aussi sur les liens entre psychanalyse et politique. Est-ce qu'une psychanalyse a de l'effet sur notre engagement politique ? Pour terminer ces plusieurs heures de discussion, nous lui avons demandé si la différence des chapelles en psychanalyse donnait des pratiques différentes. En conclusion, Pierre-Henri Castel appelle à revenir à la pratique et à l'expérience in situ de la psychanalyse. Non, mais je pense que, vous voyez, Lorraine, il faut arrêter avec ce différentialisme. Ça, pour moi, c'est absolument typique de ces positions philosophico-culturelles où les gens pensent qu'en agissant sur les mots ou sur les catégories, ils vont agir sur les gens et sur les choses. Ce qui est... Je pense que ça s'interprète. C'est-à-dire qu'on pourrait vraiment se demander comment peut-il y avoir des institutions sociales dans lesquelles des gens peuvent tenir ce type de discours. Je l'interprétais plutôt en sens inverse, en disant, bon, effectivement, il y a une place dans les sociétés dans lesquelles nous vivons, il y a une place pour des remises en cause comme ça, catégorielles, complètement passionnelles, qui sont éventuellement d'ailleurs créatives, qui peuvent peut-être soutenir des formes d'organisation sociale inédites, etc. Mais moi, ce qui me frappe, c'est que une analyse sociologique et anthropologique prise sur le long terme, etc., devrait plutôt faire valoir la résistance, la résilience de ces catégories de genre, de sexe, etc., et indiquer de façon plus précise les lieux où on peut politiser ce qui peut être une opportunité réelle d'action, et autre chose que cette espèce d'effervescence purement verbale, dont on voit très bien qu'il n'a d'incidence que sur un milieu très particulier et qui suscite partout ailleurs dans la société des réactions souvent d'une violence en sens inverse absolument incroyable. Des réactions ultra-conservatrices, profondément réactionnaires, où les partisans de l'ordre se sentent attaqués dans leur chair par des propositions d'émancipation qui leur paraissent relever de la folie, etc. Et moi, je crois que ce qui est intéressant, c'est d'avoir comme ça une vision au long cours de ce que c'est que les transformations de la famille, les moments où les choses sont devenues possibles, plutôt que d'adopter une posture émancipatrice, qui n'est pas une posture politique, parce qu'elle n'est pas nourrie d'une analyse sociale qui vise à organiser effectivement la mobilisation et la transformation d'institutions collectives. En tout cas, pas toujours ou pas suffisamment. La question de la politisation, elle repose, pour moi, fondamentalement sur une lecture au long cours sociologique des choses. Je pense que, par exemple, ça n'a rien à voir avec ce qui sont des mouvements sociaux qui ont effectivement abouti, par exemple, à
étendre les possibilités d'accès à la contraception, à l'avortement, au mariage entre des gens qui sont de même sexe, etc., qui sont des opérations qui mobilisent réellement des choses dans la société, vous voyez. La déstigmatisation, par exemple, des transsexuels, la capacité, le fait d'admettre que les transsexuels, on va arrêter de les traiter comme des freaks, des bizarres, etc., qu'on va protéger un certain nombre de leurs droits, des choses qui se sont très progressivement installées et qui supposent des dynamiques qui ont tout à fait autre chose que celle de l'agitation philosophico-culturelle, et qui probablement d'ailleurs même je suis assez sceptique à l'égard de ce genre de choses, que je pense que ces choses-là sont contre-productives, parce que faut pas rêver, la puissance dans la modernité, plus elle se développe, plus elle renforce la pensée conservatrice. Plus la puissance des mouvements réactionnaires et la violence que les mouvements réactionnaires sont susceptibles de développer devant la libéralisation, la démocratisation des mœurs, etc., plus elle augmente. Et que les convulsions fascisantes, etc., sont toujours potentielles dans des sociétés comme les nôtres, et que moi j'aurais plutôt l'œil là-dessus, que sur l'idée que le sexe s'est dépassé, ou que... Mais, enfin bon, c'est aussi une question de génération, de positionnement personnel à cet égard. Moi, je suis beaucoup plus inquiet, en fait, de la violence sourde et silencieuse de ce que c'est que les idéologies réactionnaires et conservatrices que du bruit et de l'agitation et de l'effervescence superficielle de ces pensées émancipatrices, qui s'auto-qualifient d'émancipatrices, mais sans qu'on aperçoive vraiment bien de quoi il s'agit. C'est une dimension utopiste, vous voyez. Ce qui est sûr, c'est que je suis assez lacanien sur ce plan-là, c'est que la psychanalyse, ça ne résout pas les conflits sociaux, ça les attise. C'est-à-dire, ça a comme effet que vous comprenez vachement mieux pourquoi les gens sont prêts à s'étriper. Quand vous voyez la profondeur de ce que c'est qu'un idéal, comment ça travaille un corps, comment ça travaille une enfance, comment ça structure des transmissions essentielles, etc., on voit mieux pourquoi les gens sont prêts à s'étriper. Et ce qu'on peut faire éventuellement, c'est de créer cette espèce de petite distance qui fait que vous comprenez mieux aussi pourquoi vous êtes prêt à étriper l'autre, pour certains trucs. Mais je crois que ça fait de la lumière. Ça fait de la lumière. Alors, il ne faut pas non plus que ça fasse monter le feu sous la cocotte, comme j'aime bien dire, c'est une expression que j'adore, ça. Mais que ça fasse de la lumière sur le fait que le conflit, les conflits sociaux qui traversent les gens, les traversent en les prenant dans le corps depuis leur enfance, etc., et que on peut avoir éventuellement un peu plus de distance, mais il ne faut pas non plus s'imaginer que ça va être une réconciliation irénique. La psychanalyse, sa contribution à la réflexivité, elle est pas une contribution résolutoire. Elle fait la lumière sur la conflictualité. Et donc, ça ne fait pas des bons citoyens, je dirais, au sens où ça ne fait pas du tout des gens asociaux. Je suis tout à fait hostile à l'idée que la psychanalyse serait une sorte de point transcendant où une sorte d'individu éternel pourrait parler de la société comme quelque chose qui le rend malade ou qui l'agresse, etc. Parce que je suis violemment hostile à cette représentation idéalisée d'un sujet éternel
qui souffrirait, que Freud a. Freud a. Il pense que le social nous fait du mal. Il fait du mal à la monade pulsionnelle, il l'oblige à... Il a cette vision radicalement individualiste, hobbesienne, presque à la Hobbes, n'est-ce pas, de ce que l'ordre social nous impose en nous limitant par la force, et en limitant nos pulsions, en poussant au sacrifice. Je suis pas du tout dans cet esprit-là, mais je pense quand même que le fait est que une analyse, les analyses ou la psychanalyse contribue quand même à éclairer la conflictualité sur son mode non soluble. La guerre des dieux dans les sociétés contemporaines. Peut-être que j'y ai déjà répondu en vous disant que ces questions-là, est-ce que vraiment, quand on examine ce que fait le dit psychanalyste millérien et ce que fait le dit psychanalyste kleynien à Londres, est-ce que c'est si différent que ça? Moi, je vais répondre personnellement, puisque j'ai fait cette expérience de voir des gens très très profonds différents, et qui certainement diraient de ce qu'ils font des choses extrêmement hétérogènes. Moi, j'ai pas eu l'impression d'une si grande différence. Je pense que quand c'est fait correctement, que les gens font correctement ce qu'ils font, certainement ils n'accentuent pas dans ce qu'ils explicitent de leur pratique, ils n'accentueraient pas du tout les mêmes choses. Et du coup, ils disposent de catégories qui leur permettent de faire jouer autrement les dimensions diverses. Mais moi, j'ai plutôt eu l'expérience inverse. C'est-à-dire que la psychanalyse, ça va quand même être un truc qui existe. Si vous pouvez aller voir un bionien italien et écouter ce qu'il vous raconte de vos impasses ou de vos problèmes avec vos patients, et vous dire, mais au fond, il a raison, et le fait d'être passé entre les mains d'une freudienne traditionnelle, assez traditionnelle, ou d'analyste lacanien, vraiment une analysée par Lacan lui-même, vous voyez, des gens qui rigolent pas avec l'esprit. Et je me souviens aussi par exemple, moi j'ai fait une de mes analyses avec Catherine Millot. Catherine Millot n'hésitait pas à dire de temps en temps, dans le cours de la cure, que Lacan, quand je posais la question, que non, Lacan pas du tout, c'est pas ça comme ça, etc., et qu'il fallait... Elle avait un rapport tout à fait décontracté à l'égard de ce qui se faisait et de ce que faisait effectivement Lacan, qui m'avait beaucoup frappé, et je pense que, vous voyez, si la psychanalyse existe, c'est même l'expérience qu'on peut faire du fait que vous pouvez aller voir des gens super différents et en fait, vous allez en tirer quelque chose de psychanalytiquement pertinent. Et qu'il ne faut pas, vous voyez, il ne faut pas considérer que la manière dont les gens explicitent ce qu'ils font les oppose. Il faut trouver une manière de penser l'articulation des pratiques à la thématisation, à la codification conceptuelle, etc., qui ne nous aveugle pas sur le fait que non, en réalité, quand même, en tout cas dans mon cas, j'ai trouvé que c'était extrêmement éclairant. Et que parfois ça fait rigoler. C'est beaucoup plus, si vous voulez, l'idée de... Comme je disais tout à l'heure, des analyses de contrôle. C'est une telle opportunité de réfléchir à ce qui se passe, c'est tellement précieux qu'au bout d'un certain temps, sauf les buses, les butards, qui sont vraiment là pour faire la police, les gardes-chiots, qu'il y a dans tout, c'est pas proprement psychanalytique, la même chose en philosophie, n'importe où. Mais cela, le transfert finit par se lasser
ou bien alors vous êtes tellement malade que vous êtes inaccessible à la cure. C'est des gens qui sont trop bétonnés, là, comme ça. Ou alors vous allez vraiment, vous voulez aller vous taper la tête sur le mur, allez vous taper la tête sur le mur. Mais si vous êtes, si vous voulez qu'il se passe quelque chose, laissez tomber les gens qui sont trop rigides, comme ça. Moi, je ne crois pas que la différence soit si... Quand on parle de choses qui existent, pas quand on se bat pour savoir si l'inconscient c'est ceci ou cela. Et quand on parle de patients, je ne suis pas du tout le seul en plus à avoir fait cette expérience. L'hétérogénéité des formations n'empêche pas, et c'est ça qui fait que la psychanalyse existe réellement, n'empêche pas de pouvoir tomber d'accord ou de partager l'idée qu'il y a quand même là, il y a un truc nouveau, un problème ou une difficulté ou quelque chose qu'on pourrait essayer. Ce podcast a été cogité et réalisé par Thomas Régaud, Sam Badé au piano et Paul Poulain. Un grand merci à Louis Duruflet du studio Flamboyance pour avoir tenu le micro. Nous tenions à remercier sincèrement Pierre-Henri Castel pour avoir pris le temps de répondre avec attention à nos nombreuses questions. Si le cœur vous en dit, nous vous invitons à vous enquérir de ses travaux et à consulter la page internet de Pierre-Henri Castel qui est extrêmement fournie.